Rochelle, je travaille au CHU. C'est pour cette raison que les conférences ont lieu dans cet auditoire ce soir. Donc, c'est la 4e conférence du présent du futur, dont les thèmes particuliers sont toujours les mêmes: spiritualité, humanité, écologie. 3 éléments indissociables et indispensables, le seul chemin vers une humanité en paix avec tous ses particularismes sur une planète saine. Le but de ces conférences n'est pas seulement d'accumuler des connaissances, mais de développer réflexion, conscience et action par le ressentir. Les conférences sont au nombre de 2 par année. Ce sera toujours, je l'espère en tout cas, à l'intérieur du CHUV. Ce sera toujours la même affiche qui les annoncera. Et aussi, oui, ça pourrait être une fois sur une autre salle, mais en fait, j'espère que ça pourra continuer au CHUV. C'est une initiative à but non lucratif. Les bénéfices, s'il y en a, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, sont versés à une œuvre de bienfaisance. De même pour les confitures qui vous attendent à l'extérieur. Pour ceux que cela intéresse, on peut faire circuler un cahier ici avant de noter votre adresse postale ou votre adresse internet si vous désirez être avisé pour les conférences suivantes. Je ne peux pas annoncer maintenant qui sera le conférencier pour l'automne 2007. J'attends encore des confirmations. Ce sera soit Mathieu Ricard ou Majib Ranema. En sortant, vous trouverez quelques livres de Marie Romanence et quelques autres que j'ai apportés qui concernent le Tao de l'écologie d'Edward Goldsmith. C'est un ouvrage très complet sur les questions environnementales et un autre sur le développement personnel de Maître Eckhart. Je dédie cette 4e conférence à ma fille Myriam, décédée en 2000 et qui reste toujours mon inspiration et ma raison d'être. Je la remercie. Et pour cette conférence, j'ai collaboré avec la Fondation Diagonale de Madame Egger Feutiche. Grand merci aussi à M. User, artiste peintre, qui a fait l'affiche, à M. Ziga qui les imprime, à Jacques Poget pour les articles dans la presse, à Dov Gabay qui prépare un site internet et Mélanie Chassot pour sa collaboration, et tous ceux qui participent à la diffusion des affiches et des papillons. Tous travaillent bénévolement, je les remercie grandement. J'aimerais vous parler ce soir d'un article que j'ai lu dans un journal, je ne sais plus lequel, donc je ne peux pas le citer avec certitude, au sujet de mesures à prendre en faveur de l'environnement qui disait « Les privations et la culpabilité, non merci ». Je suis toujours horrifiée de lire ce genre de propos. Pour moi, c'est une véritable outrance de langage. Cela incite à ne pas se poser de questions et surtout à ne rien faire. Est-ce que ceux qui disent qu'il nous faudrait 5 planètes si nous continuons à consommer comme nous le faisons actuellement sont-ils des menteurs? La question qui se pose est: peut-on vivre ici et laisser la moitié des habitants de la planète en rade dans leur souffrance? Peut-on vivre séparés de notre environnement? Pour moi, la réponse est clairement non. La catastrophe annoncée est inévitable et en attendant que la science apporte des solutions, notre environnement continue de se dégrader. Il n'y aura pas que des problèmes d'énergie à résoudre, il y aura aussi des problèmes de migration, de population, de problèmes alimentaires. Des milliers d'espèces animales et végétales ont déjà disparu, des milliers d'autres sont menacées. Pourtant, tout cela participe à notre écosystème, à notre équilibre et surtout participe à l'enchantement du monde. La science ne s'occupe pas du vivant, ni de la globalité de la vie, et encore moins du sens de la vie. Alors, c'est à nous de le faire. Mais comment le faire? Selon moi, il faut choisir une voie juste et s'y tenir. Choisir dans quel monde nous voulons vivre, choisir une voie qui nous fait grandir, évoluer, pour moins d'égoïsme, plus de générosité, plus de solidarité, de justice et d'entraide. Une de celles qui ne détruit pas notre monde, mais au contraire l'embellit. Il y a plein de choses sur lesquelles nous n'avons qu'un pouvoir, et il y en a aussi beaucoup d'autres sur lesquelles nous pouvons agir. La consommation en est un énorme, alors agissons, c'est là notre responsabilité. Il ne s'agit nullement d'un retour en arrière, mais au contraire une marche en avant autrement. Car dans ce cas, rien d'autre ne compte que l'action. Agir, c'est aimer, aimer, c'est agir. Pourtant, un grand philosophe contemporain, André Comte-Sponville, a dit « Il n'y a que les niais pour penser que l'amour sauvera le monde ».
Eh bien, d'une part, il ne dit pas ce qui sauvera le monde, et s'il faut choisir, je me range du côté des niais. Revenons à notre soirée ce soir. Alors, pour bien représenter une cause, pour bien la servir, il faut se connaître soi-même. Car s'il s'agit d'une démarche égocentrique ou poussée par je ne sais quel trouble inconscient acquis durant notre enfance, ou par goût du pouvoir, de l'argent ou du paraître, alors nous finirons par desservir cette cause. Voilà pourquoi j'ai invité Marie Romanens, médecin psychiatre, psychanalyste, qui va nous guider à travers ce labyrinthe qui fait notre personnalité. Marie Romanens, après avoir été psychiatre, exerce depuis de nombreuses années en tant que psychothérapeute et psychanalyste. Elle est psychanalyste didacticienne de l'Institut Charles Baudouin. Elle écrit régulièrement des chroniques pour la revue Le Monde des religions. Elle a publié 3 ouvrages, Le Divan et le Prix Dieu, qui est en réédition, L'inconscient dans l'actualité et Maltraitance au travail. Sa recherche personnelle et sa pratique d'analyse l'ont amenée à réfléchir sur les liens nécessaires entre différents domaines, notamment entre le champ psychologique, le champ social et le champ spirituel. Elle a créé l'association Confluence qui propose des ateliers avec différents intervenants dont les approches rentrent en synergie. Je vous remercie et vous demande d'applaudir Marie Romanens. Donc ce soir, je vais vous parler de transformation de soi et transformation du monde, du lien entre ces 2 mouvements. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire. Je vais essayer, forcément le sujet est vaste, je vais essayer de tracer des grands traits. D'abord, pourquoi parler de transformation de soi et transformation du monde? Parce qu'on arrive à une époque où c'est important de voir que ça marche ensemble. On est issu d'une pensée dualiste, séparée, où il y avait d'un côté la question du changement de soi, et ce qui est de l'ordre du psychologique, et de l'autre côté la question du changement de la société, donc ce qui était plutôt de l'ordre de la sociologie. Quelque chose qui était séparé. Or, nous arrivons à un tel état de crise actuellement qu'il faut vraiment repenser les choses, et la question est de voir que ça marche ensemble. Donc, je vais axer mon propos là-dessus, en partant sur justement cette question de ça marche ensemble, de transformation de soi, transformation du monde. Pourquoi c'est important de le voir et de le penser actuellement? Donc, je vais me tourner vers qu'est-ce qui se passe, quelle est notre crise actuelle et d'où ça nous vient. Et puis ensuite, je m'axerai plus spécifiquement sur le changement de soi. Alors, donc la première partie, changement de soi et changement de la société marchent ensemble. Tout le domaine de la systémique maintenant nous a montré qu'il n'y a pas de séparation comme on croit. C'est-à-dire que si je suis dans un mouvement de création, en même temps se crée le monde et vice-versa. Ça marche forcément ensemble. Alors, dans mon expérience de psychanalyste, j'ai été obligée, avec d'autres psychanalystes, de constater qu'effectivement, il y avait des changements dans les pathologies des gens qui venaient nous consulter par rapport à ce qu'elles étaient autrefois. Moi, j'ai une expérience de 20-30 ans, et si on regarde aussi les psychanalystes qui fonctionnaient avant, qui travaillaient avant, les pathologies qui arrivaient chez eux n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Pour faire court, la psychanalyse est née donc il y a un peu plus de 100 ans avec Freud dans une société rigide, puritaine, et la question était celle surtout du désir. Est-ce que je peux reconnaître les pulsions qu'il y a en moi? Et c'est toute la question, pour le faire court vraiment, c'est est-ce que je peux désirer? Alors qu'actuellement, nous sommes dans une autre question, un autre questionnement qui est plutôt de l'ordre est-ce que je peux exister? C'est-à-dire que la société s'est beaucoup plus éclatée, elle a perdu justement de sa structure trop rigide, et il y a eu une perte des repères qui font que actuellement, les gens qui viennent nous voir sont des gens qui sont plutôt paumés. On appelle ça des borderline, des états limites, des personnalités narcissiques, c'est-à-dire qui ont des problèmes d'identité. C'est-à-dire qu'au niveau du moi, il y a quelque chose de très fragile, de très
le noyau ne s'est pas assez constitué, n'est pas assez solide, il est plutôt défait ou a des gros trous, qui fait que les personnes se sentent en difficulté simplement pour être. Donc la question du désir vient après l'être. Voilà. Donc la question c'est est-ce que je peux exister? Je peux vous donner un exemple, par exemple, d'une jeune femme qui est venue se présenter chez moi il y a quelques années, et elle avait une trentaine d'années, une jolie jeune femme mariée avec un enfant, ayant bien inséré aussi professionnellement. Elle avait un métier d'enseignante, donc il y avait des choses déjà qui semblaient assez construites dans sa vie. Et pourtant, elle est arrivée parce qu'il y avait un grand malaise. En fait, tout de suite, ses premiers mots ont été pour dire « je me sens perdue ». C'est-à-dire que pour exister, pour faire les choses, elle avait toujours besoin de s'en référer à autrui, notamment à son époux, mais aussi à ses parents, à sa mère spécialement. Elle ne pouvait pas exister par elle-même, elle ne savait pas qui elle était, elle ne savait pas quels étaient ses désirs, elle était perdue. Et voilà quels étaient ses mots, carrément, elle disait « Ma vie à moi, je n'arrive pas à la vivre, je ne serais pas là, ce serait pareil ». Donc vous voyez à quel point c'est profondément ancré. J'aurais besoin qu'on me reconnaisse tout le temps pour me sentir exister. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Je suis en errance. Des fois, j'ai l'impression de disjoncter. Donc vous voyez comment ce noyau premier, identitaire, il n'est pas constitué. Elle ne sait pas où elle est perdue. Et elle disait une autre fois, je suis une clocharde de la vie. Donc il existerait pas seulement des clochards de la rue, mais des clochards de la vie, des clochards sur le plan psychique. Et là, on fait ce constat-là, les uns et les autres, les psychothérapeutes et les psychanalystes, qu'on a beaucoup plus de personnalités comme ça. Alors c'est sûr, ça peut s'expliquer dans le cas de cette personne que j'ai appelée Natacha. Ça peut s'expliquer parce qu'elle avait une mère qui a cédé à tous ses désirs, qui la traitait en princesse. Elle avait un père absent, donc elle n'a pas été structurée, il n'y avait pas de limite. Mais en même temps, s'il y a tellement de jeunes personnes qui nous arrivent comme ça, on est obligé de penser, c'est pas seulement l'histoire de la famille, il y a quelque chose de plus, de collectif qui est derrière. Et donc, on pense à la perte des repères qui est celle de nos sociétés actuelles. Je vais dire un mot à ce propos de l'évolution de la psychanalyse, des connaissances psychanalytiques, puisqu'au fur et à mesure des découvertes, les choses changent. Et je vous ai parlé tout à l'heure que la psychanalyse avait un peu plus de 100 ans, est née donc avec Freud. Dans quel contexte elle est née? Celle d'une société puritaine, rigide, où les choses étaient encore pensées de manière séparée. Ce qui fait qu'au départ, on s'est penché surtout sur la dimension de soi avec soi, je dirais, du regard de soi par rapport à soi-même, c'est-à-dire de l'intra-subjectif ou de l'intra-psychique. Qu'est-ce qui se passe de soi avec soi? Ça a été la première démarche. Et on a d'ailleurs critiqué Freud pour dire, finalement, il a regardé la personne comme une monade, comme une personne séparée, et qu'il n'a pas assez considéré le lien à l'autre. Alors les choses ont évolué d'abord, même Freud, il a quand même parlé de ce qui se passait avec l'autre, mais ça a beaucoup évolué parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des découvertes, et surtout à travers l'étude de ce qui se passait chez le nourrisson, on s'est rendu compte qu'au départ, quand l'enfant naît, il naît en osmose avec, on pourrait dire, l'inconscient collectif, l'inconscient de sa famille. On dit que le bébé, il est complètement relié à sa mère, il forme un tout avec sa mère, mais plus que ça, c'est un tout aussi avec tout l'environnement humain qui est autour de lui. Donc, il naît en baignant dans cet inconscient familial, et c'est petit à petit que son moi va se différencier et va se constituer en tant que psyché séparé de ce psychisme collectif. Donc là, on a beaucoup plus parlé à ce moment-là d'intersubjectivité, c'est-à-dire que cette création de la psyché se fait à travers
la relation, le va-et-vient, présence, absence avec la mère, avec l'intervention du père, et puis tout autour, la famille plus élargie. Donc l'intersubjectif. Et puis on va passer à même, on est allé voir plus loin, c'est-à-dire que les influences sont encore plus grandes que ça. On a pensé aussi au transgénérationnel, c'est-à-dire que dans cet inconscient familial dans lequel baigne l'enfant, il y a des choses qui viennent des grands-parents, des arrière-grands-parents, des oncles, des tantes, etc. Tout un arrivage, je pourrais dire, de la psyché d'autres avant soi. Donc le transgénérationnel. Et puis aussi, ce qu'on est allé voir, c'est qu'on est allé voir plus loin encore, un cercle au-dessus, c'est-à-dire l'influence de la société. Alors il y a quelques psychanalystes qui se sont penchés là-dessus, notamment K.S., qui est un psychanalyste lyonnais, et puis il a notamment travaillé avec des psychanalystes argentins. Il y a aussi d'autres psychanalystes d'autres pays, mais je nomme surtout ceux-là parce que je pense que ça a été les premiers qui ont vu comment une dictature pouvait influencer les personnes au niveau de leur identité personnelle, comment ça pouvait déclencher des troubles de l'identité. Donc là, on était vraiment dans l'influence du collectif, de la société, sur la constitution de la psyché. Donc vous voyez comment les choses petit à petit s'ouvrent, s'élargissent, et c'est KS qui a parlé carrément de transsubjectif, pour nommer cette influence de la société sur la constitution de la psyché. Et c'est la première fois qu'on a pensé le rapport, de manière très précise, le rapport entre le psychique et le social et le politique. Enfin, un dernier niveau qui nous vient des États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler de l'écopsychologie. L'écopsychologie, c'est le terme qui a été donné pour ça, je ne sais pas s'il est bien approprié, mais ça veut dire en gros que non seulement on est influencé par toute cette couche que je viens de nommer, mais que plus loin encore, il y a ce qui se passe avec la nature, qui nous influence. Et tous ces livres-là qui ne sont pas traduits pour l'instant en français, donc moi qui lis mal l'anglais, je n'ai pas pu me lancer dedans. Par contre, j'ai découvert un livre d'un psychiatre très connu, qui a été un peu presque un maître pour moi au début que j'exerçais en tant que psychiatre, qui s'appelle Harold Searle. Harold Searle est un psychiatre donc américain qui a énormément travaillé avec les psychotiques et qui a beaucoup pensé justement ce qui se passait pour les psychotiques. Donc j'avais lu beaucoup d'ouvrages de lui sur ce sujet-là, et là récemment j'ai découvert qu'il avait écrit dans les années 70 à peu près un ouvrage aussi sur l'environnement, ce qu'il appelle l'environnement non humain. Il y a l'importance de l'environnement non humain pour la psyché. Et alors on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le bébé quand il naît, il fait partie d'un grand tout. Et le grand tout, on dit, il est en osmose avec sa mère, il y a un grand tout, une grande sphère englobante avec la mère. Mais en fait, ce grand tout, il se fait aussi avec la famille et même avec tout l'environnement. Il n'y a pas de séparation. À ce moment-là, nous on parle, quand j'utilise les mots là pour vous dire les choses, je suis obligée d'utiliser des mots de séparation. Je dis le bébé et l'environnement. Alors qu'à ce stade-là, il n'y a pas. Donc ça ne peut pas être pensé. On ne peut pas penser cet endroit-là, puisque nous, forcément, quand on pense déjà en termes séparés. Donc il y a une continuité avec l'environnement, donc avec tout ce qui entoure et qui n'est pas humain aussi. Et que si cet environnement est touché, ça a des répercussions sur la psyché. Alors, sur les psychotiques, on voit très bien, c'est-à-dire que si quelque chose est touché dans leur environnement, je ne sais pas, un objet déplacé et tout, ça peut être source de grande angoisse chez eux parce que c'est leur propre corps qui est touché. Mais chez les personnes qui n'ont pas, évidemment, de troubles psychotiques, ça ne va pas provoquer d'angoisse comme ça, mais ça ne veut pas dire que ça ne fait rien.
et l'état de la planète actuellement qui est en train de se dégrader, qui est très en péril, a sûrement beaucoup d'influence sur nous-mêmes sans qu'on s'en rende compte. Et je vais citer Harold Searle qui dit carrément « L'élément non humain de l'environnement de l'homme forme l'un des constituants les plus fondamentaux de la vie psychique. Si l'homme s'efforce de fermer les yeux sur la force de ce lien, il prend le risque de compromettre sa santé psychique. » Donc vous voyez, j'ai essayé de montrer comment tout était relié entre les différents stades. Alors mon expérience en cabinet m'a montré qu'effectivement on ne pouvait pas séparer aussi fortement qu'on pense le psychique et le social. Je me suis rendu compte, d'abord, ça a été l'origine de mon premier ouvrage, Le Divin et le Prix-Dieu, que l'influence religieuse jouait beaucoup. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas que toute l'histoire familiale, les relations avec papa, maman, c'est fondamental. Mais que aussi, il peut y avoir des troubles qui ont été amplifiés ou même provoqués par certains enseignements religieux un peu pervertis que les personnes ont subis. Ça a été, du coup, un de mes propos dans l'ouvrage Le Divin et le Prix-Dieu. Je me suis rendu compte aussi que les questions de classe pouvaient jouer, bien sûr, tout ce qui avait pu se vivre pendant la guerre, ou que les parents avaient vécu pendant la guerre, voilà. Les événements cruciaux qui se sont passés sur le plan social avaient des influences très fortes. Et enfin, surtout ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 90, il y a un discours qui est arrivé dans mon cabinet que je n'entendais pas avant. C'est un discours à propos du travail. Il est arrivé avant, dans les années 80, que j'entende des gens, quelques personnes, pas beaucoup, se plaindre des fois de leur travail, soit que, elles avaient des difficultés à s'insérer professionnellement, soit qu'elles tombaient dans un service un peu difficile. Bon, voilà, mais c'était tout à fait ponctuel. Et puis, à partir des années 90, eh bien, il y a un discours qui est arrivé, prononcé par des bouches différentes, des gens qui avaient des métiers très différents, et pourtant qui tenaient les mêmes propos. Ils ne se connaissaient pas, évidemment. Ils tenaient les mêmes propos. On craque, on n'en peut plus, il y a trop de pression, on va péter les plombs, il y a de plus en plus d'insécurité, il y a de plus en plus de violence ou de malveillance au travail, il y a une perte de solidarité entre les salariés. Voilà. Et quand j'ai entendu ça plusieurs fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est pas possible. Et ça m'a obligée à me poser des questions. Je me suis mis à lire, à interroger autour de moi. Il y avait pas mal d'ingénieurs en fin de carrière ou à la retraite qui étaient autour de moi. Donc je leur ai demandé quelle avait été l'évolution d'entreprise qui pouvait expliquer un phénomène pareil. Et je me suis mis à lire. Ne pouvant me taire sur ce qui se passait, j'ai écrit Maltraitance au travail. Parce que j'ai compris que le collectif, le sociétal, débarquait dans mon cabinet. Donc vous voyez comment, alors quand on est là à traiter de quelque chose qui se passe normalement sur le plan individuel, tout d'un coup le collectif débarque. Alors, toutes ces réflexions qu'on peut se faire en tant que psy, c'est-à-dire où on prend les choses du côté du personnel et on voit que finalement c'est pas coupé de ce qui se passe sur le plan de la société, on peut se dire, est-ce qu'en sens inverse, ceux qui s'occupent de la société se rendent compte que ce n'est pas coupé de ce qui se passe au niveau individuel. Alors je ne peux pas parler pour eux, mais je peux vous rendre compte de deux expériences que j'ai faites. Après avoir donc publié Maltraitance au travail, j'ai été invitée à 2 endroits. Sur le plan local, j'habite à Annecy, par un petit groupe de gens qui militent sur le plan politique. Et il y avait pas mal de femmes qui ont notamment beaucoup milité dans le féminisme, et qui m'ont demandé de venir expliquer ce que je disais dans mon bouquin Maltraitance au travail. Donc j'y ai été, et puis après elles m'ont parlé, et puis elles m'ont dit « Ah, mais on aimerait bien organiser à quelques-unes comme ça, à 7-8 femmes qui ont beaucoup milité sur le plan féministe, on aimerait bien constituer un petit groupe pour se connaître mieux. Est-ce que vous seriez d'accord pour réguler ce groupe ?» Alors j'ai dit oui. Et en fait, ces personnes-là, depuis des années, elles étaient dans un mouvement comme ça féministe, elles ont d'abord œuvré extérieurement pour changer la société, pour changer les lois, pour que les femmes puissent avoir plus leur place.
Et puis, elles se sont rendues compte au bout d'un temps, c'est bien de changer les lois pour qu'on ait plus de place, mais en fait, nous, on ne se connaît pas bien. Parce qu'en fait, on a été définis dans un monde qui était un monde de domination masculine. Donc, il faudrait d'abord qu'on se trouve. Et c'est là que, partant du collectif, finalement, de l'action extérieure, elles en sont arrivées à s'interroger sur elles-mêmes, sur qu'est-ce que c'était que l'identité de femme. Et donc, elles ont eu envie de constituer ce groupe pour pouvoir réfléchir ensemble sur la question, une question très personnelle. Donc voilà, ça c'est un exemple. Je vais vous donner un autre exemple qui est tout à fait opposé. J'ai été invitée aussi dans un mouvement altermondialiste pour participer, à la suite de cette parution d'ouvrage, pour participer à des rencontres qui voulait permettre une réflexion sur des questions fondamentales, justement à réfléchir sur le travail, sur le sociétal, et à partir de là, d'écrire peut-être un livre. Donc j'y ai été, et j'y suis pas restée plus de 3 fois. Je suis pas restée plus de 3 fois, pourquoi ? Parce que le leader de ce groupe était très narcissique et qu'il gardait le pouvoir pour lui, et il fallait que les choses avance selon ses idées, donc pas possibilité de rencontre et de dialogue véritable. Déjà. Ensuite, l'autre chose, c'est que la perspective était vraiment trop souvent dans le sens de c'est l'autre qui a tort. Ce sont les nantis, ce sont ceux qui ont le pouvoir, donc on milite pour faire bouger les choses et pour lutter contre. Sans la prise de conscience de mais si le système ne va pas, quelle est ma propre participation ? Sans la prise de conscience que si les choses vont comme elles vont, plus ou moins bien sûr, eh bien je peux y être participant. Soit que je ne m'en rends pas compte, soit que j'ai de l'indifférence, soit que je me soumets aux choses, soit au contraire, que peut-être j'ai une attitude dogmatique et virulente, etc., qui fait que je vais plutôt faire que les gens ne me prennent pas au sérieux ou quelque chose comme ça. Donc, toujours mettre la faute sur l'autre, il y a un problème quand même. D'autant que je voyais comment se comportait le leader et qu'il n'y avait pas d'écoute. Donc on voit bien comment, parfois et même souvent, dans les actions militantes, on voit comment les gens, entre guillemets, se bouffent le nez, aiment le pouvoir, sont dans la rivalité, il y a des luttes intestines énormes, et comment essayer d'améliorer les choses à une échelle grande si déjà, entre soi, on n'y arrive pas. Ça pose vraiment question. Donc, le fait de ne pas accepter de se dire que les ennemis de la vie, les ennemis de la paix, c'est d'abord en soi, ça c'est un grand handicap pour une action efficace sur le plan plus global, plus sociétal. Et là, je vais citer Etty et les hommes, si vous la connaissez, qui est une femme juive qui n'a pas reculé devant la Shoah, c'est-à-dire elle aurait pu s'enfuir au moment du nazisme, et elle a accepté d'être embarquée avec les siens. Donc elle est restée dans les camps. Et voilà ce qu'elle disait à cette époque-là. « Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi que ce soit au monde extérieur que nous n'ayons d'abord corrigé en nous. L'unique leçon de cette guerre est de nous avoir appris à chercher en nous-mêmes et pas ailleurs. » Et alors je transférerai, je dirais, peut-être l'unique leçon de notre crise actuelle, ce serait peut-être bien de nous aider à comprendre que c'est en nous aussi et d'abord que ça se passe. C'est en nous qu'il faut chercher. Qu'il n'y a pas de lutte pour la paix extérieure sans un effort de paix avec soi-même. Et que paix avec soi-même se conjugue avec paix avec l'autre, paix avec la nature. Que l'amour de soi est gage de l'amour de l'autre. Si on ne s'aime pas soi, on ne peut pas aimer l'autre. Et l'amour de l'autre, c'est ça, plus que l'être humain qui est à côté de moi, ou les autres, c'est aussi l'autre non humain, donc vraiment la planète aussi, la nature.
Alors nous allons passer à mon deuxième chapitre. Pourquoi c'est si important de voir que transformation de soi et transformation du monde se marient? C'est parce qu'actuellement nous avons besoin de cette conscience-là. Je vais m'expliquer là-dessus. Alors là, je suis obligée de dire les choses à grands traits parce que c'est comme une espèce de panorama sur d'où nous venons et carrément jusqu'au début de l'humanité. Donc forcément, c'est à gros traits. Nous sommes dans une période de mutation actuellement radicale qui a été accélérée par les révolutions technologiques, la mondialisation économique, et qui nous amène à une période de crise, à la fois qui est pleine de dangers, mais aussi pleine de potentiel. C'est Edgar Morin qui disait « Le chaos actuel porte en lui une possibilité de genèse d'un monde nouveau, mais tout autant une possibilité de destruction et de régression. » Et nous serions, pour reprendre ce que le philosophe Karl Jasper disait, à une période axiale. C'est-à-dire une période axiale, il y a eu quatre grandes périodes axiales, c'est-à-dire où, si vous voulez, l'humanité effectue un renversement sur elle-même, elle tourne sur elle-même, l'axe change complètement. Et on serait à une période de l'ordre du néolithique, aussi radicale comme changement que celle de l'ordre du néolithique. On peut imaginer que ce retournement, ce vacillement de l'humanité sur elle-même est demandé à chacun à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire qu'en nous, il y a aussi cette révolution à effectuer, ce changement d'axe. Mais quel est-il ce vieux monde que peut-être que nous quittons, ou que nous allons quitter, enfin voilà. C'est celui d'un monde de l'individualisme qui s'est constitué progressivement. Je parle de l'Occident. De l'individualisme qui s'est créé progressivement. On sait que depuis les débuts de l'humanité, il y a une sortie progressive de l'homme par rapport à la nature, par rapport aussi au collectif. Au départ, je vais parler encore c'est un peu comme le bébé, il y a un parallèle. Au début de l'humanité, il y avait un grand tout, ce qu'on appelait la vision mythique. Il y a un grand tout entre les êtres humains, la collectivité, la communauté et la nature. Il y avait une grande osmose, ça ne faisait qu'un tout. Puis petit à petit, il y a eu une sortie progressive, sortie de la nature au point de se placer face à la nature et même de l'exploiter de plus en plus. Il y a eu une sortie aussi de la communauté, donc un individualisme qui a été en grandissant à partir de l'Antiquité, passant par la Renaissance, jusqu'à nos jours où ça bat son plein, on pourrait dire. Donc on arrive à une triple brisure. Une brisure par rapport à la nature, par rapport à la collectivité, par rapport à soi-même, parce que il y a eu, de la conscience mythique, on est passé à la conscience réflexive, c'est-à-dire que l'homme a pu se voir lui-même. Donc, il s'est en quelque sorte dédoublé. Il y a beaucoup de profits à ça. Ça lui a donné une grande liberté. Mais il y a aussi des inconvénients. Alors, actuellement, on a un double héritage, en quelque sorte. Un héritage, que je pourrais dire l'héritage d'une pensée plutôt dualiste, une pensée en termes de séparation. Je vais revenir à peu près à la fin du Moyen-Âge avec l'influence des monothéismes, et chez nous plus du christianisme, qui avait tendance à voir les choses en deux, en quelque sorte. D'un côté, il y a le ciel, avec Dieu le Père qui est aux cieux, vers lequel il faut se tourner. Par contre, le monde, lui, il était plutôt dévalorisé. Ce qui était de l'ordre de la terre était plutôt dévalorisé. Donc il y a une sorte de clivage comme ça qui s'est constitué, avec une prédominance donc, de ce qui est céleste par rapport au terrestre, de ce qui est de la tête par rapport au corps, parce qu'on peut retrouver la même notion, de ce qui est de l'ordre de l'esprit par rapport à ce qui est de l'ordre des pulsions charnelles. Et c'était aussi une époque où les choses étaient structurées sur un mode hiérarchique.
avec un Dieu Père qui règne sur sa création, et puis un roi à son image qui règne sur ses sujets, et puis dans la famille, un pater familias. Donc on voit aussi la domination du masculin sur le féminin. Et aussi une prédominance, puisqu'on voit que la tête était prédominante sur le corps, une prédominance de la pensée rationnelle objective par rapport à l'irrationnel au subjectif. Je suis obligée de faire un gros trait, hein, c'est évident que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'était les grandes lignes. Non, ça, un premier héritage. Nous avons un deuxième héritage, c'est l'héritage du siècle des Lumières. L'héritage du siècle des Lumières, où là, on a commencé à penser les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est-à-dire que le sacré, parce qu'il y a eu un mouvement en même temps qu'il y a eu une sortie ontologique, une déchirure ontologique par rapport à la nature, la collectivité, etc. Il y a eu petit à petit une désacralisation du monde. Et on a dit que Dieu était mort, ce Dieu Père était mort. Donc une désacralisation, mais par contre, avec les droits de l'homme apparaît la notion du respect de l'autre, du respect de la personne. Donc le sacré passe au niveau de la personne, où il est question de respecter ses besoins vitaux, ses besoins d'autonomie, de liberté, d'expression. Et l'ordre ancien qui était hiérarchique change, et on a à la place un ordre social qui est fondé sur lui-même, mais dont certains principes encore reposent sur la dualité dont on a hérité. Ce qui fait que, au final, on arrive à une société qui est un peu schizophrène. Un peu schizophrène parce que, à la fois, elle a ces principes universels qui la fondent, donc les droits de l'homme, donc la question du sujet qui est centrale, et de notre côté, elle hérite de cette pensée dualiste, donc où il y a encore des gagnants sur des perdants, des hommes qui prédominent sur des femmes, la tête sur le corps, et donc que c'est encore une société où des privilèges vont à certains et pas à d'autres, où il y a des conquérants par rapport à des perdants. Donc on voit bien que là, dans cette deuxième chose, ce deuxième volet, il y a une notion qui peut vite tourner vers une façon de voir l'individu comme un objet et plus comme un sujet. À partir du moment où il y a la domination qui peut s'exercer, forcément, l'autre, la personne peut être considérée plus comme un objet, comme un sujet. Il peut manquer de ce respect du sujet qui était tellement à l'œuvre dans les principes universalistes. Alors, pour aller plus loin, on a dit que Dieu était mort, donc la notion d'absolu qui était vue aux cieux, en gros, a été perdue, mais elle est ressortie ailleurs. Hannah Arendt a parlé que, justement, avec cette perte de la religion, il y avait eu l'apparition des individus, c'est-à-dire pas des personnes, mais des individus, les uns à côté des autres, et qui formaient une masse, avec la notion d'un absolu dont on a toujours besoin, et qui à ce moment-là est porté sur des idées, sur le peuple, l'idée du peuple, l'idée de la race, et c'est ce qui a donné les totalitarismes. Donc, maintenant, on en est revenu, j'espère suffisamment, on en est revenu, et on est un peu comme Icare après la chute, mais qu'est-ce qui reste ? Il reste ce que Miguel Benassaya, qui est un psychanalyste, a appelé le mythe de l'individu. C'est encore une sorte d'idéologie qui traîne un peu dans notre monde. Le mythe de l'individu, pour en dire quelques mots, l'individu, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est l'idée d'un être qui serait séparé, qui pourrait être vu comme séparé, et qui serait le centre du monde en quelque sorte, et dont les seuls intérêts comptent.
Ça amène, évidemment, dans une époque où, au point de vue technique, on est capable de faire des performances, ou sur le plan économique, ça marche à plein pot, ça amène évidemment à quelque chose de très poussé sur le plan de la marchandisation du monde pour répondre aux intérêts de cet individu. Le tout sous-tendu par un discours objectif, rationnel. Ça amène à, j'ai lu ça récemment, un article du philosophe Axel Honneth, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a écrit La société du mépris, la réification. Ça amène à une réification, c'est-à-dire à une tendance à traiter tout comme des objets. Donc, à rentrer dans une société de plus en plus marchande, où même soi, on se considère presque comme quantifiable. Est-ce que j'ai des sentiments, de la motivation qui va aller dans le sens de l'entreprise, par exemple? Donc même les affects sont tournés vers est-ce que ça va produire de la rentabilité? Et c'est ça toute la question de la réification. C'est-à-dire que là, on est dans une grave question. Ce n'est pas seulement une question de déficit moral, ce qu'on pouvait voir de l'époque de Freud. Est-ce que le désir, attention, il faut un censeur, etc. Il y a la question de la moralité. Maintenant, ça explique ce que je disais, comme les troubles psychiques qui nous arrivent maintenant. On est dans une question de l'être. Est-ce que l'être est respecté en tant qu'être? Et ça, c'est la question fondamentale aujourd'hui. Alors, effectivement, ces tendances-là nous amènent à vivre dans un monde dur. Non pas que le monde n'était pas dur autrefois, mais on voit comment les choses sont en train de s'aggraver actuellement en termes d'exclusion, de pauvreté, de précarité qui augmente, de concurrence impitoyable qui font des exclus, qui font des gens qui sont sur le carreau, ce qu'on a appelé le struggle for life, où la personne à qui on fait miroiter des avantages formidables de cette société, eh bien, elle le paye peut-être assez chèrement finalement, tout ça. Elle le paye chèrement parce qu'elle se trouve assez seule pour faire face aux questions existentielles, assez seule parce qu'il y a eu une désinsertion par rapport à la communauté, donc on voit bien comment beaucoup de gens souffrent de la solitude, parce qu'il y a eu une coupure de la nature aussi, et que quand on habite dans une ville et qu'on n'est pas en contact avec les saisons qui se renouvellent, ou si peu et tout, il y a aussi quelque chose qui est dévitalisant. Et puis qu'il lui faut rentrer dans les exigences d'une société qui prône la rentabilité. Donc, un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut prouver que même ces affects, même ces sentiments sont au service de cette rentabilité-là. Ça augmente la pression, le stress, les sentiments d'insécurité, etc. Et puis, il y a tous les désordres qui sont autour de soi que l'on peut voir, les désordres au niveau social, c'est-à-dire, eh bien, il y a plus de pauvreté, donc plus d'exclusion, donc plus de violence potentielle, plus aussi, parce que les gens sont dans l'insécurité, eh bien, de réaction, de xénophobie ou d'intégrisme, on resserre les boulons, et aussi tous les problèmes de la planète qu'on voit de plus en plus en danger, et donc nous aussi par la même occasion. Alors c'est un constat difficile. Comment sortir de cette tendance autodestructrice que nous avons? Comment en sortir? Peut-être en remettant au centre le sujet, l'inspiration initiale du siècle des Lumières, la question des droits de l'homme, de vraiment remettre au centre le sujet, la personne, non pas l'individu cette fois-ci, mais la personne, l'être humain. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, l'individu, j'ai dit, c'était une idée, l'idée d'un être qui serait séparé. Non, la personne, quand il s'agit de la personne, c'est un être en relation. C'est-à-dire qu'il y a toute cette autonomie, cette singularité de l'être, mais qui reste reliée au sien, à la collectivité, reliée à l'environnement dont il ne peut pas se passer. Et que les choses marchent ensemble, ne sont pas séparées comme on croyait. Alors, remettre de la personne, ça veut dire que nous tous, on est interpellés à être plus sujets dans nos vies. Plus sujet, ça veut dire être plus conscient des choses, mieux comprendre. Et à partir du moment où on comprend mieux, on est plus capable d'agir, donc de devenir créatif.
Alors, aller voir vers soi, commencer par soi, voilà, c'est le troisième chapitre que je vais aborder maintenant. Commencer par soi pour voir que les ennemis de la vie, c'est d'abord en nous que ça se passe et que c'est là qu'il faut d'abord les repérer. Comment on peut faire pour faire ça? Alors, il y a deux démarches actuellement en Occident pour cheminer par rapport à soi-même. Il y a la démarche spirituelle et il y a la démarche pour faire grosso modo psychothérapeutique. En sachant que dans l'une et l'autre démarche, il peut y avoir des écueils. Je vais les nommer rapidement parce que ce n'est pas tellement notre propos, mais je vais quand même les nommer pour dire que tout n'est pas facile. Ce n'est pas parce qu'on se met dans cette voie-là que tout d'un coup le chemin est royal et qu'on va arriver à se transformer magnifiquement. Non, c'est beaucoup plus chaotique, plein de périls, plein de dangers et plein de leurres aussi. Alors, dans la quête spirituelle, on peut en nommer deux. Ça, je peux renvoyer les gens qui s'intéressent à John Welwood, qui a écrit La psychologie de l'éveil. Il y a deux risques essentiels, ce qu'il a appelé le contournement spirituel et le super-ego spirituel. Le contournement spirituel, c'est en quelque sorte se mettre dans une démarche spirituelle authentique, au demeurant, vraiment vraie, mais en profiter sans s'en rendre compte inconsciemment pour ne pas aller voir, je dirais, dans ses tripes ce qui se passe. C'est-à-dire, on croit être dans une démarche pour le bien, pour le meilleur, dans une démarche très élevée, etc. Mais on ne va surtout pas rencontrer l'ombre qui est à l'intérieur de nous. Ça fait des êtres très éthérés, très angéliques, mais en fait, quand tu es dans les rapports avec les autres, c'est pas aussi angélique que ça. J'ai l'exemple d'un soi-disant maître spirituel qui est en plus à la tête d'une communauté qui actuellement a de graves problèmes psychiques, qui est en train actuellement carrément de décompenser. Il est un vrai tyran, Et pourtant, sa quête spirituelle, je n'ai pas de doute qu'elle est authentique. Mais comme il n'a pas été voir dans cette profondeur psychique, la psyché, ça agit, la psyché. On peut être très élevé dans sa recherche spirituelle, ça continue à agir si on n'a pas été regarder ce qui se passait de ce côté-là. L'autre risque, l'autre leurre possible, c'est ce qu'on a appelé, je pourrais dire que pour le premier, on se ment à soi-même. Dans le deuxième, eh bien, on contribue à la haine de soi. C'est le super-ego spirituel, on pourrait dire un surmoi spirituel, c'est-à-dire qu'on a de tels idéaux sur le plan spirituel qu'on se condamne dès qu'on ne remplit pas ces idéaux-là, dès qu'on n'est pas conforme. Donc tout ce qui est de l'ordre du pulsionnel, agressif, sexuel, etc. en nous, dès qu'il pointe son nez, paf, allez, le censeur est là et vient donner un coup de bâton. C'est pas comme ça qu'on se transforme. On se crée une violence à soi-même, et en se créant une violence à soi-même, forcément, on peut créer un climat de violence autour de soi. Donc là, ça va au contraire dans le sens de la haine de soi. Pour la voie psychothérapeutique aussi, c'est pas non plus sans danger et sans risque. Il y a actuellement pléthore de techniques psychothérapeutiques, plus ou moins bonnes les unes ou les autres, avec le grand leurre, c'est-à-dire qu'il y a un certain hédonisme, que l'idée de réalisation de soi, ça soit finalement une certaine complaisance narcissisme, un certain nombrilisme, et qu'en fait, on n'aille pas vraiment à la rencontre de soi, ou juste un tout petit peu pour se faire plaisir, et dans le sens de vraiment être dans le bien-être, mais pourquoi pas chercher le bien-être, mais quelque chose qui tourne en rond dans une fermeture de soi avec soi. Même dans la psychanalyse, moi j'ai vu des personnes faire une tranche de psychanalyse, avoir compris des choses, même des choses importantes sur elles-mêmes, et puis, après, forte de cette compréhension, je sais maintenant, j'ai compris, et puis alors ça devient terroriste, parce qu'en plus on s'appuie sur les théories, et en disant, bon ben maintenant c'est comme ça. Et fermant la porte à toute autre découverte qui pourrait se faire sur elle-même. Donc quelque chose qui tourne encore en rond. Pour autant dire, toute recherche peut à un moment donné dire j'ai trouvé, et paf, on se recrée son petit monde clos sur lui-même et on empêche la vie de continuer, la vie qui nous appelle à découvrir encore du nouveau et du nouveau et du nouveau et tout le temps du nouveau. Voilà.
Alors, aller plus loin, c'est accepter d'aller voir le champ de bataille à l'intérieur de nous. Le champ de bataille à l'intérieur de nous. Et je vais reprendre ce que dit Hannah Arendt, la philosophe Hannah Arendt, qui s'est beaucoup posé de questions à la suite de la guerre de 40 et de la Shoah. Elle s'est posé la question, comment se fait-il que tant d'hommes aient pu suivre les consignes insensées d'un démon? Elle a regardé le procès d'Eichmann et là, ça l'a aidé à comprendre et à parler de la banalité du mal. Que finalement, ce pas des gens vraiment particulièrement cruels, sadiques, etc., qui ont fait tant de mal. C'est des gens qui n'avaient pas d'esprit critique. Eichmann, c'était un petit bonhomme insignifiant. Simplement, il ne pouvait pas penser par lui-même. Donc, il partait dans le système et il croyait bien faire. Il y a eu des expériences qui ont été faites aux États-Unis dans les années 60 par un certain Stanley Milgram, si vous avez entendu parler. L'expérience en question, c'était, on disait à des étudiants, à des personnes de venir pour participer au travail sur l'acquisition des connaissances, le travail de mémoire. Donc on disait, voilà, il y a cette personne-là qui est en expérience, on va lui poser des questions, donc il doit apprendre un certain nombre de choses. Quand il répond mal, vous appuyez sur tel bouton, ça lui fait une petite décharge électrique, comme ça on va voir s'il comprend, comment il comprend, comment il intègre les choses. Et puis, si un moment plus tard, il fait de nouveau une erreur, vous lui envoyez encore une décharge, mais elle sera plus forte. Et puis, etc. Et ça monte, les décharges. Évidemment, celui qui était le cobaye, c'était un acteur, qui ne recevait pas du tout de décharge. Mais il simulait qu'il recevait des décharges. Et plus ça montait, plus il manifestait que c'était vraiment dur ce qu'il recevait. Et les gens qui ont fait cette expérience-là se sont dit, oh ben, probablement, les gens ont envie de s'arrêter. S'il y a 20% de gens qui continuent pour aller au maximum des décharges, ça doit être bien tout. Eh bien, il y en a eu 65%. 65%. Les gens qui ont mené l'expérience en étaient renversés. Et lorsqu'ils en ont sorti, c'est ça, c'est de dire, les 2/3 des civilisés se changent d'une minute à l'autre en abominables tortionnaires pour peu que l'autorité le leur commande. Notre capacité à nous soumettre, à nous adapter, est beaucoup plus grande que nous imaginons. Ce qui peut faire que l'Homo sapiens tombe comme ça, en 2 temps 3 mouvements dans le mot démence. Alors, d'où ça nous vient, ça? Avec les connaissances psychanalytiques, actuellement, on peut le comprendre. Ça nous vient d'une question fondamentale qui est, je pourrais dire, une angoisse existentielle de base, to be or not to be. Quand dès qu'on est, se pose la question de est-ce que j'existe? Et cette question-là, elle a besoin d'une réponse. C'est-à-dire, pour se sentir existant, quand on est bébé, on a besoin du regard de l'autre sur soi. On a besoin d'un minimum de reconnaissance. Si la mère détourne son regard, l'enfant, on le voit, les bébés sont tout de suite angoissés. Et il y a vraiment le risque de c'est que je n'existe pas. Ça, c'est crucial. Alors, on a tous ça, parce qu'on est passé par ce stade-là. On l'a tous en nous. Bien sûr que si on a eu des parents suffisamment bons, comme dit Winnicott, suffisamment bons, il y a eu suffisamment de regard sur nous. Et à ce moment-là, la confiance en soi prédomine par rapport à l'angoisse. C'est sûr que s'il y a eu beaucoup de carences effectives, s'il y a eu même quelque chose qui nous a malmenés par rapport à notre intégrité physique ou psychique, là c'est plus difficile. Mais on a tout ça parce qu'on a ce stade-là de développement à l'intérieur de nous. Et par rapport à cette difficulté de est-ce que je suis reconnue, est-ce que je suis valable dans les yeux de l'autre, est-ce que mon existence est reconnue, ça nous amène, s'il y a trop de difficultés à ce niveau-là, à nous crisper sur notre identité.
à chaque fois qu'il y a beaucoup d'angoisse, qu'est-ce qu'on fait? On se rétracte. Et on se rétracte, et notamment le cœur se rétracte. Il y a quelque chose qui se ferme, et on se crispe sur ce qu'on croit être. Parce que c'est trop dangereux autrement. Et il faut... C'est ce qu'on appelle des défenses psychiques. En même temps, elles ont leur nécessité, parce que ça permet de survivre. Mais en même temps, elles ferment l'être. On reste fixé sur ce qu'on croit être. J'ai donné l'exemple l'autre jour où j'étais à Neuchâtel, j'ai donné l'exemple d'une femme comme ça, d'une 50aine d'années, qui vient de se marier pour la 2e fois, qui est très combattante. Son identité, elle l'a forgée un peu dans une idée de combat, de réaction. Pourquoi? Notamment parce qu'elle avait un père très sévère, très intransigeant, très dogmatique, et elle ne pouvait pas être reconnue par ce père en tant qu'elle-même. Tout ce qu'elle faisait, c'était pas bien. Donc, comment elle a pu survivre à ça? Parce qu'elle avait besoin de s'en sortir, c'était trop difficile pour elle en tant que petite fille. Qu'est-ce qu'elle a eu besoin de faire pour avoir un minimum de regard de son père? Eh bien, elle s'est mise en lutte contre lui, elle s'est mise en révolte, elle a été la rebelle de service, et au moins, lui, il n'était pas content, mais il y avait quelque chose qui se passait avec son père, il y avait une relation. Deuxième mariage, donc à 50 ans passés, elle épouse un homme très gentil. Alors là, elle est complètement débalancée, parce qu'elle essaye de continuer sur le même mode qu'elle a toujours connu, qui lui a très bien réussi au travail, parce qu'elle est battante et elle marche bien. Mais là, quoique, parce qu'elle essaye de lui rentrer dedans, d'être très en colère pour un rien, des histoires, etc. Et lui, il est cool. Ah oui, bah oui, je suis comme ça. Alors, heureusement, elle vient m'en parler et on voit ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, elle est dans un cadre qui est tout autre. Donc, son identité sur laquelle elle était crispée, comme elle s'était construite, ça ne peut plus tenir. Et elle est en grande angoisse. Parce qu'elle va être, elle ne sait pas du tout. Elle ne sait pas être autrement que ça. C'est du vide autrement. Donc vous voyez toute la difficulté à sortir des identités qu'on s'est créées par survie. Bon là, petit à petit, elle y arrive, mais il y a eu un passage difficile. Donc je dis crispation sur son identité, et puis l'autre chose par rapport à cette angoisse existentielle, c'est-à-dire qu'on a un besoin effréné d'être reconnu par autrui, ce qui nous amène à perdre notre sens critique et à adhérer à l'autre, aux autres, à des systèmes, à des idéologies, etc., et qui nous servent en quelque sorte de colonne vertébrale pour nous tenir, pour nous aider à tenir. Alors, oui, je vois que l'heure passe, je vais aller un peu plus loin. Je vous ai dit que la psychanalyse nous aidait à comprendre un petit peu ce qui se passait par rapport à ces difficultés. L'angoisse existentielle, et puis il y a autre chose aussi, c'est la tendance à la toute-puissance de l'enfant. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, quand justement l'identité commence à se créer, que la psyché commence à se créer, que l'enfant commence à se séparer du noyau familial et de cette osmose avec la mère, il commence à s'individuer. Vous avez tous pu remarquer qu'il y a une période qui s'appelle la période du non. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se met à rentrer en opposition avec tout ce qu'on lui dit. Et ça, c'est très très important parce que ça l'aide aussi à se construire en tant qu'autonome. Mais en même temps, il y a une tendance à la toute-puissance, c'est-à-dire il voudrait que tout se passe comme lui, il veut. Donc on passe par tous ses caprices. Et c'est très très important de poser une limite à ce moment-là, parce que si l'être se constitue, c'est dans la relation à l'autre, donc là, il peut aller jusqu'où l'autre est. Donc de reconnaître que non, la toute-puissance, non, c'est pas ça. Que la perte fait partie de notre être. C'est ça qui nous constitue, c'est ça qui nous aide à grandir, c'est ça qui nous permet d'être un être humain, un être de relation. Donc la perte, la finitude, qui est le centre de notre existence. Ce qui se passe, c'est que notre monde actuel, avec les tendances que j'ai nommées tout à l'heure, exacerbe ces deux points psychologiques que je viens de vous nommer.
D'une part, comme il y a une perte des repères importante, ça crée beaucoup d'insécurité, donc l'angoisse existentielle est exacerbée. Ce qui fait qu'on peut avoir plus tendance que jamais à essayer de verrouiller les choses et à se raccrocher à ce qui, en quelque sorte, nous sert de colonne vertébrale, nos croyances, nos idéologies, nos traditions, la xénophobie, l'intégrisme, vous voyez, une accentuation de ce qui est réactionnaire. Oui, j'essaie de voir si je n'oublie pas quelque chose. Oui, donc avec une augmentation de la perte de notre sens critique. Ensuite, cette société marchande de la consommation exacerbe nos besoins infantiles de l'ordre de la toute-puissance. On peut tout avoir. Pourquoi pas? Puisque la technique est si incroyable qu'elle peut nous promettre monts et merveilles. En tout cas, la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus belle femme, voilà. La question du pouvoir aussi. Être puissant, être performant, la question de la séduction, être toujours jeune, en bonne santé, séduisant, une belle image, etc. Vous voyez comment notre société de consommation exacerbe ces besoins qu'on a tous, nous, parce qu'on a tous cet enfant avec ces pulsions comme ça. Mais si on se contente d'en être là, combien c'est régressif. Et c'est un cercle vicieux aussi. Parce que, comme on est dans une certaine insécurité, on a tendance à se raccrocher à tout ça, hein, à ces idéologies, à ces identités à tout prix, à aussi cet avoir, ce pouvoir, etc. Et en se raccrochant à ça, on renforce le système qui est un système de crise. On renforce la crise. Pour dire autrement, on contribue à entretenir ce monde qui nous détruit. De la même manière que le salarié qui subit la pression pour des raisons de rentabilité dans l'entreprise, il contribue aussi puisqu'il est actionnaire et qu'il veut que ses actions soient rentables. Alors la seule solution, donc, c'est créer du sujet, et pour commencer, par moi-même. Donc, aller à la rencontre de moi-même. Aller à la rencontre de moi-même, et c'est aller à la rencontre de cet enfant qui a pu être en difficulté, cet enfant qui a pu se poser des questions, est-ce que j'existe? Est-ce que je suis reconnue? Est-ce que je suis aimée? Est-ce que j'ai de la valeur? On a tous ça en nous-mêmes. Donc, aller à la rencontre de cet enfant et savoir l'aimer, savoir l'accueillir. Tant qu'il est dans ce doute, dans cette crispation, forcément, il est dans une position de repli, dans une position de défense, dans des stratégies de survie. Et c'est ça qui met en danger. Ça le protège et en même temps, ça met en danger. Et puis reconnaître aussi ce qui est de l'ordre de nos envies de tout avoir. Et ce non-limite, qui est celui actuellement prôné par notre société, ce sans limite, se rendre compte que ce sans limite est hyper dangereux. C'est un imaginaire, on se ferme les yeux par rapport au réel, et ce réel, quand il va revenir, ou quand il nous revient, eh bien, c'est très très méchant qui va nous revenir. On le voit avec les risques actuellement planétaires, hein. On a fait comme si elle était inépuisable, cette planète. On n'a pas voulu voir à quel point on dépendait d'elle, à quel point on dépendait de sa survie. Donc, ce qui nous revient, on l'a cherché. Le réel nous rattrape. Donc, il s'agit de nous défaire de notre prétention à vouloir que les choses soient comme on le veut, que la vie soit comme on le veut. Sortir de cette prétention-là, c'est ce qui est demandé à l'Occident. Apprendre à réorienter nos désirs, non pas que le désir n'est pas bon, mais à le réorienter autrement. Non pas que la vie soit comme je le veux, mais que la vie soit tout simplement, comme la vie soit, comme la vie doit être, comme le vivant doit se faire. Ça veut dire ça demande de conjuguer à la fois deux attitudes. Une attitude qu'on pourrait dire, vous savez qu'on a du masculin et du féminin en nous chacun, qu'on soit homme ou femme.
Ça veut dire une attitude plus masculine, celle qui permet de se singulariser, d'être justement cet enfant qui sort du monde fusionnel au démarrage et qui se constitue, qui se met debout, qui est capable d'avoir une puissance, d'avoir du pouvoir sur les choses, de faire. Ça, c'est de l'ordre du masculin, ça nous met debout et ça, c'est important, ça nous donne une liberté, une créativité. Et en même temps, quelque chose qui est plus de l'ordre du féminin, c'est-à-dire accepter aussi que les choses soient comme elles doivent être et non pas comme je veux qu'elles soient. Dire quelque chose qui est de l'ordre de la déprise. Après la prise, la déprise. Et qu'on est toujours dans ces deux mouvements, comme dans le Tao, où il y a le yin et le yang. Ces deux mouvements sans arrêt à se conjuguer. Qu'il y a une altérité radicale. Non pas que la vie soit comme je veux, mais que la vie soit. Donc là, après, on peut mettre des mots. Des mots. On est appelé à de l'autre. Alors, pour certains, ce sera de l'autre avec un grand A. Ils vont penser peut-être à Dieu, à un certain absolu qui nous dépasse. D'autres vont dire simplement la vie, le vivant. Mais quelque chose qui nous fait vivre des situations où ce n'est pas par la bataille, par la volonté, etc. Des fois, c'est nécessaire, ces choses-là. Mais ce n'est pas seulement par cela qu'on avance. C'est aussi par accepter les situations qui nous mettent dans un questionnement, qui nous oblige à bouger, qui nous mettent dans un processus, dans un mouvement. Et si on accepte ce mouvement, aussi pénible soit-il, aussi long soit-il, quelque chose d'autre qu'on ne sait pas va émerger peut-être dans la situation et surtout en nous. C'est ça qui nous change. Ça, je dirais même que ça amène à une liaison presque entre Occident et Orient. J'ai la chance d'aller régulièrement en Mauritanie et c'est sûr que la culture est très différente de la nôtre. Et je les entends souvent dire Inch'Allah, Inch'Allah. Okay. Alors, j'ai compris quand même ce que c'était leur Inch'Allah, mais pour dire à quel point on est déformé par rapport à notre culture. Cette année, j'y étais encore, j'ai encore entendu le Inch'Allah. Et cette fois-ci, il est rentré un peu plus profondément en moi. C'est-à-dire, c'était avec un ami mauritanien, je lui disais, l'année prochaine, on fera ça, Inch'Allah. 2 fois, elle m'a dit ça. 2 fois, ça s'est produit. Et là, c'est vraiment rentré encore plus en moi en disant, bon sang, avec ta mentalité d'occidental, t'as prévu ça, ça va se faire. Et eux, non, tout le temps, le relatif est là. Tout le temps, le relatif. Non, c'est la vie qui va en décider. Bien sûr, on peut avoir des intentions, bien sûr, on peut avoir des désirs. Et puis après, ça se fera ou ça ne se fera pas. Mais c'est toujours là. Alors, quand on est dans cette démarche, vous voyez bien, masculin, féminin, on est dans un lieu de oui. Tout à l'heure, je disais, toutes ces crispations, c'était de l'ordre du non. Là, on est dans le oui à soi, le oui à l'autre, le oui au vivant. On est dans un chemin d'unification, un chemin où il est question, enfin, d'humanisation de l'être humain. C'est ce que Jung a appelé individuation. Et là, les choses ne sont pas séparées. On rentre en lien avec les profondeurs de soi, avec les forces vives qui montent de soi et qui nous amènent à du nouveau. Et puis on est en lien avec l'autre, donc c'est la question de la fraternité. Et on est avec la question non seulement du droit, mais du devoir par rapport à autrui. Mes droits s'arrêtent là où se posent les droits de l'autre. Donc il y a une responsabilité que les droits de l'autre soient aussi respectés. Et vous voyez comment, à ce moment-là, il y a un très beau mot qui a été utilisé, on devient des méditants militants. C'est-à-dire, méditant, c'est tout le travail intérieur, d'introspection, de nettoyage intérieur, pour faire place justement à plus d'espace pour le vivant en nous. Et militant, à partir de là, on peut avoir des actions qui sont complètement dans le respect de ce qui est, de ce qui a à être, de ce qui est de la vie. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va commander avec sa tête, avec sa volonté, c'est quelque chose comme une action qui va naître des profondeurs de nous-mêmes par rapport aux situations que l'on vit. Je terminerai là-dessus, puisqu'on était beaucoup avec le soi et le collectif. Moi, je crois beaucoup dans notre société actuellement, à notre époque,
d'abord à ce travail sur soi, évidemment, vu le métier que je fais, mais aussi à ce qui peut se passer dans les petits groupes. C'est-à-dire que le groupe fait très peur, on voit bien au niveau de la masse ce que ça peut donner. Mais les petits groupes, quand ils respectent justement l'individualité de chacun, la singularité de chacun, que chacun peut parler en son nom, en jeu, un jeu non pas dans la tête, mais un jeu entier, qui s'habite intérieurement, qui vient de ses tripes, qu'on laisse place à la parole de chacun, et donc aux idées qui peuvent lui venir, aux envies, aux désirs qu'il va exprimer, etc. Dans ces petits groupes, à ce moment-là, il peut se passer ce qu'on a appelé l'intelligence collective, c'est-à-dire une créativité qui est bien plus que la somme des créativités individuelles. Ça, c'est un concept qui apparaît maintenant, qui est nouveau, et je pense qu'il y a des choses à creuser de ce côté-là, et qu'il y a sûrement, il y a des mouvements actuellement de cet ordre-là qui se font, des innovations sur le plan culturel qui peuvent nous amener à avancer par rapport à ce monde de crise dans lequel nous sommes. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis s'il y a des questions, je crois que Marie-Nette en a, et puis d'autres, eh bien, je vais bien y répondre.